Je pense qu'on peut commencer. Donc, les bienvenus à toutes et à tous à notre midi conservation mensuelle orchestrée par le réseau de milieux naturels protégés. Donc, pour les nouveaux venus, vous pouvez peut-être remarquer qu'il vous est impossible d'activer votre micro ou votre caméra. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Toutefois, je vous encourage à poser des questions dans la section dédiée aux questions et réponses tout au long de la présentation. Donc, veuillez éviter d'utiliser la boîte de chat et privilégier la boîte QR et afin de centraliser toutes les questions. Et donc, nous aurons l'occasion après d'y répondre à la fin. Sachez également que cette séance est enregistrée et sera disponible sur YouTube. Donc, aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir Nathalie Jrelini, directrice de l'éducation au Zoo Écomuséum. Elle est une experte passionnée qui développe des programmes éducatifs pour les visiteurs. Le Zoo Museum est un organisme à but non lucratif, donc qui se consacre à la préservation de la faune québécoise et à l'éducation du public sur l'importance de la conservation des espèces et de leur habitat. Avant de rejoindre le Zoo Écomuséum, Nathalie a mené des recherches scientifiques au musée Redpath de l'Université de McGill, où elle a obtenu son doctorat en biologie et en écologie. Elle se spécialise dans l'herpétologie et les mouvements des animaux. Son objectif est de sensibiliser le public en mettant particulièrement l'accent sur les animaux moins connus et souvent sous-estimés. Donc, je vous laisse en compagnie de Nathalie pour cette fascinante exploration des mouvements de la faune et de leur impact sur la conservation. Merci, Julia, pour la petite présentation, la petite intro. Je vais juste bouger la caméra ici. Parfait. OK. Alors, on va parler des mouvements de la faune aujourd'hui. Il y a juste un petit astérisque. Ce n'est pas des recherches qui ont été menées au Zoo Écomuséum. On a une belle équipe de recherche et de conservation ici. Mais en ce moment, en tant que directrice de l'éducation, je ne suis pas en train de faire de la recherche. Alors, c'est des résultats que j'ai obtenus pendant mon ancien poste à McGill, mais c'est bien sûr quelque chose que je suis encore passionnée, que j'aimerais mener et continuer au futur. Alors, si vous avez des questions sur l'un ou l'autre en termes d'organisme et tout ça, on peut en discuter à la fin. N'hésitez pas à me contacter aussi. Donc, on va parler de mouvement de la faune. Et quand je dis mouvement, c'est vraiment le déplacement des organismes à travers l'espace et à travers le temps. Et ce qu'il faut toujours laisser en tête quand on parle de mouvement, de déplacement, c'est que ce n'est pas seulement les animaux qui se déplacent, c'est vraiment tous les organismes qui se déplacent, qui mènent ce type des types de mouvements différents, que ce soit dans l'eau, dans l'air, sur la terre, etc. Donc, pourquoi est-ce qu'ils bougent? Il y a plusieurs raisons pourquoi ils bougent, mais les raisons pour lesquelles nous, on s'intéresse à ce type de mouvement, c'est parce que c'est important que les animaux se déplacent, que les plantes se déplacent pour que la diversité génétique reste le cas. Euh, pour, pour préserver l'écosystème et la fragilité de l'écosystème et les interactions entre les animaux. Mais avant qu'on commence à parler un peu à grand terme, ça veut dire quoi les mouvements en termes d'écosystème, d'habitat, on va commencer avec une question assez basique, assez de base. Pourquoi et quand les animaux se déplacent-ils? Donc, on va vraiment avoir un focus sur la faune et non pas parler des bactéries, même si eux aussi, ils bougent. Donc, pourquoi et quand les animaux se déplacent? Il y a plusieurs raisons qui peuvent les mener à bouger, même si bouger d'un endroit à un autre, ça peut être assez risqué. On ne sait pas ce qui nous attend quand on se déplace de notre maison à un nouvel endroit. Mais ce type de déplacement, il y a toujours une raison pour se déplacer. Donc, ces raisons peuvent être pour la nourriture, pour explorer, pour échapper aux perturbations, si on parle de, de, de perturbations dans leur habitat, de déforestation, de changement climatique, etc. Ils peuvent se déplacer pour établir un territoire, ils peuvent se déplacer pour reproduire, pour trouver, pour s'accouplir, etc. Ils peuvent se déplacer en raison ou en prévention d'effets nocifs à cause de changements saisonniers, se déplacent pour la maturation, comme on voit avec, par exemple, les tortues de mer qui restent dans les endroits plus chauds dans la mer pendant qu'ils sont en train de devenir plus matures avant qu'ils n'atteignent l'âge de reproduction.
Et bien sûr, ils peuvent se déplacer pour éviter la compétition. Et ça dépend du nombre d'individus qu'il y a dans un certain endroit, par exemple. Donc, plein de raisons, ce n'est pas les seules raisons, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ces raisons pour se déplacer? On peut les classifier sur une échelle temporelle, donc de mouvements à petite échelle à mouvements à grande échelle. Parce que bien sûr, si on compare les mouvements d'une fourmi à les mouvements d'une baleine, c'est vraiment relatif à la taille de l'individu, à la taille de l'espèce. Alors, par exemple, on peut classifier les raisons de cette façon, mais on peut aussi poser la question, ou on doit poser la question, où est-ce que les animaux se retrouvent après ce déplacement ou à la fin de ce déplacement? Et donc, il y a deux catégories que ces types de raisons peuvent faire partie d'eux. Il y a la migration, c'est un mouvement migratoire, ça veut dire que c'est un round trip, on dit. Donc, l'individu ou l'animal commence à un point de départ et retournera au même point de départ. Et en termes de migration, souvent on pense aux grandes migrations à cause des changements saisonniers, comme on voit dans les oiseaux, dans plusieurs insectes, etc. Mais ce n'est pas les seuls types de round trips qu'on voit avec les animaux. Ça peut être pour la reproduction, pour se nourrir, explorer, etc. La dispersion, c'est vraiment un mouvement d'un endroit à un nouvel endroit où l'animal va s'établir. Donc, c'est ça ce qui cause, qui mène au flux de gènes. Donc, c'est ça ce qui mène à la diversité génétique. Donc, deux mouvements très importants pour de différentes raisons. Et bien sûr, les méthodes cognitives que les animaux ont pour savoir comment se rendre, savoir où aller, sont assez variées, mais on peut les mettre dans deux catégories. L'orientation, donc utiliser quelque chose qui est assez proche de l'individu, comme les stimuli visuels ou que ce soit des odeurs, ou de la navigation qui est souvent utilisée quand c'est des mouvements un peu plus loin ou qu'on peut utiliser par exemple, les animaux ont une boussole interne, on dit, c'est quelque chose qu'on appelle le géomagnétisme. Ils peuvent savoir c'est où le vrai nord de la planète, donc ils utilisent le champ magnétique de la planète pour savoir où aller, et c'est ça ce qu'on appelle la navigation parmi d'autres méthodes. Et pourquoi est-ce qu'on étudie les mouvements des animaux? Alors, je vous montre ce schéma, ne vous en faites pas, il y a plein de détails là-dessus, mais c'est un schéma qu'on voit souvent dans le domaine d'écologie du mouvement, s'il y a quelques-uns d'entre vous qui font partie de ce domaine ou qui s'intéressent là-dessus. C'est un schéma qui a vraiment changé la façon dont on pense des mouvements des animaux, des déplacements des animaux. Et c'est parce que ça me démontre qu'on relie les facteurs externes que l'animal voit ou expérience dans son environnement, aux facteurs internes qui peuvent le mener à bouger, à se déplacer, à la capacité de navigation ou d'orientation pour savoir où aller, à la capacité de bouger, est-ce qu'ils ont des jambes, des ailes, etc. Et c'est tout ça ce qui mène à la trajectoire de mouvement à la fin. Donc, c'est un peu ce que je disais dans le diapo précédent. On a vraiment besoin de plusieurs échelles et de plusieurs niveaux pour pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'un animal se déplace d'un endroit à un autre, que ça soit quelque chose de court ou de plus long. Mais j'ai quelques raisons un peu plus, que ce soit personnel ou que ce soit parmi plusieurs chercheurs et chercheuses. Les raisons pour lesquelles je trouve que c'est important d'étudier les déplacements des animaux, c'est pour, premièrement, mieux comprendre les besoins d'un animal en termes de son utilisation de son habitat. Parce que souvent, on utilise bien sûr des données de suivi de population. On sait qu'il y a tel animal dans tel endroit, mais que tel animal ne se retrouve pas dans un autre endroit. Peut-être pour nous, on croit que les deux habitats sont assez semblables. Alors, si on voit ça a l'air de quoi le mouvement d'un animal, on peut mieux comprendre sa capacité à bouger. Et c'est ça ce qui nous mène à comprendre qu'est-ce que l'animal a besoin pour survivre dans un habitat. Bien sûr, c'est important pour tirer des conclusions sur la connectivité des territoires. Donc, si certains animaux, certains individus ne peuvent pas bouger d'un endroit à un autre, est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas capables de le faire ou ils choisissent de ne pas le faire? Est-ce qu'il y a une barrière entre ces deux territoires? C'est vraiment important en termes de connectivité, spécialement avec
urbanisation, changement d'habitat, etc. Et bien sûr, pour prévoir l'expansion, même la rétraction de l'aire de répartition d'une population ou d'une espèce. Alors, c'est spécialement important, non seulement pour les espèces menacées, mais aussi pour les espèces exotiques qui peuvent être envahissantes, qui peuvent avoir des effets nocifs sur nos espèces indigènes. Donc, c'est ça les trois raisons qu'on va laisser en tête pendant que je vous montre des résultats que j'ai obtenus avec ma population d'études. Alors, avant de commencer à discuter des méthodes de collecte de données, on va commencer avec un petit schéma pour qu'on soit tous sur la même page. Donc, on va laisser en tête que là, on a besoin de trouver l'animal pour obtenir des données dessus. Donc, bien sûr, pour étudier des mouvements d'animaux, souvent on pense aux colliers avec des GPS, satellites, mais souvent avec des animaux plus petits et avec des budgets assez limités, souvent en conservation, en écologie, on ne peut pas le faire de cette façon. Donc, les méthodes de collecte de données sont limitées au fait qu'il faut trouver l'animal. Donc, si on trouve un animal à point A sur un jour spécifique, on peut collecter des données reliées aux coordonnées de cet animal. Si on le voit un certain nombre de temps plus tard, disons X jours plus tard à point B, on peut comprendre la distance, ou bien on peut plutôt dessiner un trait de distance entre point A et point B, qui est le plus court trait entre les deux points, dénoté delta D, mais c'est vraiment l'espace euclidien, la distance euclidienne, donc le plus court espace entre les deux points, qui a déroulé ou a pris place sur un temps delta t, donc c'est le nombre de jours qui se sont écoulés en point A et point B. Et bien sûr, cet individu qui a bougé de A à B ne s'est pas déplacé dans une ligne droite. Ça se peut qu'il a pris une trajectoire un peu plus compliquée ou qu'il a fait des allers-retours, etc. Et si nous pouvons avoir des données plus précises ou à des échelles temporelles plus courtes, on peut avoir plus de détails sur ce que l'animal a fait pendant ce temps. Alors, probablement, on se dit, OK, le plus de détails qu'on a, le meilleur c'est en termes de compréhension de ce que l'animal fait. Mais ce n'est pas toujours le cas. Souvent, quand on a trop de détails, il y a trop de détails, alors ça peut mener à des résultats non conclusifs sur la population. Alors, ça dépend vraiment de ce qu'on veut poser comme question. Si les questions sont plus générales, on peut utiliser des données qui sont relativement à basse résolution, tandis que pour des questions de recherche reliées au comportement de l'animal, peut-être, c'est des données à haute résolution qui sont plus pertinentes pour nous. Donc, il n'y a pas un type de données qui est meilleur qu'un autre, mais avec la population dont je vous parlais, j'ai fait de la collecte de données à plusieurs résolutions pour un peu avoir différentes idées du mouvement de cet animal. Et finalement, avant de vous parler de cet animal que je reste à mentionner sans vraiment mentionner, comment est-ce qu'on étudie les déplacements des animaux? Et encore une fois, je vais mentionner que c'est vraiment si on trouve l'animal, donc pas de méthode avec collier, tracking, satellite. Donc, on a le capture, marquage, recapture, une méthode de collecte de données qui a été utilisée pendant des décennies probablement, et la radiotélémétrie qui aussi n'est pas super nouvelle comme méthode, mais bien sûr on peut on peut développer la méthode de plus en plus avec des nouvelles technologies. Mais en général, pour les deux méthodes, on a besoin d'un GPS, autre que la radiotélémétrie, il n'y a pas de GPS là-dessus, donc un handheld GPS. On a besoin pour le capture, marquage, recapture, une méthode de marquage. Ce n'est pas nécessaire que ça soit une méthode envahissante ou que ça soit une méthode physique, mais dans cet exemple ici, dans le petit cartoon, l'image que j'ai ici, c'est les tortues qui ont été marquées ont eu un point rouge. Donc, pendant la prochaine session d'échantillonnage, on essaye de retrouver ou recapturer les individus qui ont ce point rouge. Donc, recapture, marquage, recapture. Et
Souvent, on a besoin d'un effort d'échantillonnage assez élevé pour cette méthode, parce que comme dans cet exemple, on voit qu'on a seulement retrouvé 5 individus parmi les 10 qui ont été marqués. Donc, pour trouver plus d'individus, il faut avoir un effort assez élevé. Et cette méthode permet d'obtenir des données à faible résolution, relativement, mais sur de nombreux individus. On peut avoir plus de données sur des individus dans notre population, tandis qu'avec la radiotélémétrie, on est assez limité par le nombre d'émetteurs qu'on peut déployer et suivre sur nos animaux, parce que ça a quand même besoin d'un effort d'échantillonnage. Donc, c'est ça ce qu'on a. On a un émetteur, on a un récepteur, on a notre antenne. Il faut quand même sortir sur le terrain pour trouver l'animal et avoir une idée d'où il se retrouve. Souvent, on utilise cette méthode pour avoir plus ou moins une idée où l'animal se retrouve, pas nécessairement d'arriver à proche proximité de l'animal, ça dépend des méthodes. Mais en général, on a besoin d'un effort d'échantillonnage réduit. Alors, même si on est sur le terrain, on est à 100% capable de trouver l'animal tant qu'il n'a pas perdu son émetteur, ce qui arrive assez souvent aussi. Donc, ça permet d'obtenir des données à haute résolution, mais seulement sur quelques individus parce qu'on est limité par les émetteurs. Alors, relative au petit schéma que je vous ai montré dans l'autre diapo, le diapo précédent, c'est ça ce que ça nous donne en termes de données de trajectoire d'animaux. Et ces données, qu'est-ce qu'on en fait? On veut les visualiser et tout simplement, on utilise un histogramme de la fréquence des mouvements, des distances de déplacement en fonction de la fréquence des mouvements. Donc, si on regarde les déplacements qui sont à courte distance, on voit que bien sûr, il y a plus de mouvements dans ces courtes distances parce que simplement, il y a moins d'individus qui vont bouger loin, se déplacer plus loin de leur point de départ. Et c'est vraiment le trend, la répartition de données qu'on trouve dans presque toutes les populations d'animaux. Alors, c'est ce qu'on voit irrespectueux de leur taille, de la taille de l'animal. Alors, c'est pour ça que ce qu'on utilise ces données pour faire, c'est on crée ce qu'on appelle un dispersal kernel, ce qui est juste une façon d'assumer la probabilité de certains mouvements à certaines distances. Donc, ça nous dit que c'est moins probable qu'un individu se déplace à telle distance que cet individu se déplace à une distance plus proche de zéro. OK. Donc, mon site d'études se situe à Long Point en Ontario. Alors, c'est au sud de l'Ontario. Et comme le nom en anglais suggère, Long Point, c'est vraiment un site assez étroit qui se situe au nord du lac Erie. Donc ici, on peut voir plein d'endroits plus marécageux, mais on a la plage ici. Alors c'est vraiment un site étroit et c'est un banc de sable au long du lac Erie. Alors, à droite ici, du vidéo aérienne qu'on a pris avec un drone, on a les États-Unis, il y a Pennsylvania de l'autre côté du lac Erie, puis à gauche, on a les endroits plus marécageux. Et dans ce site, il existe un animal assez particulier qui s'appelle le crapaud de Fowler, qu'on trouve seulement dans ce site et deux autres au sud de l'Ontario, deux autres sites pas trop loin de Long Point, tous au nord de la Erie. Donc, c'est un animal qu'on ne trouve pas au Québec. Mais cet animal, pendant la saison de reproduction, en mai, il se retrouve dans les endroits plus marécageux. Puis, pendant les saisons d'été consécutives, on le trouve sur la plage en train de bouger pour plusieurs raisons, on va en parler. Et entre les deux endroits, alors entre la plage sableuse et les marécages, on a ce qu'on appelle des dunes de sable. C'est des petites montagnes qui délimitent les deux sites. On ne peut pas le voir très facilement de cette façon, mais ça délimite les deux côtés et c'est où ils trouvent refuge pendant la journée. Donc, ils sont nocturnes, ils sont actifs le soir et pendant la journée, on les trouve dans ces buttes de sable. Et pendant l'hiver, ils creusent plus profondément et ils hibernent ou ils sont dans leur état de brumation pendant l'hiver de cette façon. Donc, vous voyez ici, il y a des
les humains sur la plage, c'est parce qu'ici, la plage commence à faire partie du parc provincial de Land Point. Donc, oui, il y a du monde pendant la journée, mais pas tant que ça pendant la nuit. Mais au sud de cette image, donc plus à l'est de Long Point, c'est je trouve plus mes mots. C'est un état protégé qui appartient au National Wildlife Fund. Alors, c'est un endroit où peu d'individus marchent juste parce qu'il n'y a pas de barrière, donc il n'y a rien qui arrête les humains de croiser cette barrière et s'approcher de ces états, mais juste, il y a beaucoup moins de monde que sur la plage publique, bien sûr. Alors, le site au complet qu'on utilise pour cette étude, elle comprend 7 kilomètres. Et cette population spécifiquement des Fowler's Toads, les crapauds de Fowler, a été étudiée et suivie pendant plus d'une trentaine d'années par le laboratoire de David Green à McGill. Donc, bien sûr, ce n'est pas toutes ces données que moi j'ai collectées moi-même, mais je suis reconnaissante que j'ai pu avoir accès pour ce type de projet. Mais voilà, alors c'est une population qui a été utilisée pour plusieurs projets de recherche en herpétologie et qui a mené à beaucoup de réponses en termes de thermorégulation, hibernation, comportement animal, etc. Et maintenant, le mouvement, bien sûr. Alors, c'est une espèce menacée au Canada. On la retrouve aux États-Unis, mais on la retrouve dans des habitats différents. Donc, on la retrouve dans des forêts, tandis qu'ici, les trois populations que je vous ai mentionnées, donc, il y a une à Long Point, une à Rondeau et une à Niagara, donc au sud de l'Ontario, se retrouvent tous sur des plages, que ce soit plus rocheuses, plus sableuses qu'on a ici. Mais en général, la façon de vraiment avoir des données sur cette espèce et ce qu'on a utilisé pour des années sur cette population, c'est le capture, marquage, recapture. Donc, on sort la nuit, on se divise en deux groupes et on marche au long de la plage, c'est 7 km, on se divise en deux groupes pour que ça soit plus obtenable, plus réaliste, parce que même si c'est pas si loin comme distance, il faut s'arrêter à chaque fois qu'on trouve un individu. Chaque fois qu'on trouve un individu, on prend une photo de son ventre et de son dos. Donc, on prend une photo de son ventre pour identifier le sexe de l'individu, que ce soit une femelle ou un mâle. Et ce qu'on utilise ici, c'est des petits timers, c'est pas des calculatrices, c'est pour utiliser le numéro qu'on voit ici. C'est la façon la moins chère de le faire. C'est des petits timers qui peuvent même survivre à l'eau si on les fait tomber dans le lac sans faire attention et on les récupère vite. Alors voilà, c'est une façon de donner un numéro de rencontre à chaque animal. Alors ici, on peut voir que cet individu a été en 66, donc il était le 66e individu qu'on a vu cette année dans une partie spécifique de la plage. Alors, le premier numéro, c'est vraiment comment on a délimité le site au complet. Tandis que celui-là, ou celle-là plutôt, c'était la 107e. Ici, on voit que c'est une femelle et la différence que vous pouvez voir assez facilement entre les deux photos, c'est la couleur de la gorge. Donc, les mâles, avec leur testostérone, avec la capacité à vocaliser, vu que les femelles ne peuvent pas vocaliser, ils ont la gorge beaucoup plus sombre. Elles deviennent un peu plus roses à travers l'été quand s'éloigne de la saison de reproduction, mais quand même, c'est assez facile de savoir que c'est un mâle. Alors, c'est assez pratique. Ce n'est pas le cas pour tous les amphibiens de pouvoir distinguer entre mâle et femelle juste physiquement. Il faut souvent prendre des échantillons pour faire des analyses génétiques, mais ce n'est pas le cas pour cette population. Les femelles ont des gorges blanches, mais les juvéniles, ceux qui ne sont pas encore matures sexuellement, aussi ont des gorges blanches. Donc, ce qu'on utilise, c'est vraiment la taille de l'individu pour différencier entre les femelles et les juvéniles. Et souvent, on fait des corrections plus tard pendant la saison de travail de terrain s'il y avait un individu qui a été mal catégorisé. Comme j'ai mentionné aussi, on prend une photo du dos de l'individu. Donc, en même temps, on tout de suite du ventre puis du dos. C'est assez rapide. Et puis, on remet l'individu. On n'a pas besoin d'y ajouter quelque chose d'envahissant ni de prendre
les échantillons génétiques comme mentionné. Alors, ça nous permet de savoir c'est qui cet individu spécifiquement. Donc, le numéro ici, c'était le numéro de rencontre. Ils ont besoin d'un identifiant spécifique pour qu'on puisse faire un suivi de la population, d'un individu à un autre, et bien sûr, même d'une année à un autre. Et alors, les taches sur le dos, ça agit en tant qu'empreinte, comme nos empreintes. Et c'est une façon de savoir c'est qui cet individu. Donc, on a un logiciel qui peut identifier les tâches. On peut corriger si la photo était moins bonne ou à basse résolution, lui dire, OK, c'est ça les tâches. Puis, ça fait un matrix et ça essaye de retrouver une photo de cet individu pour avoir un match. S'il retrouve une photo, on lui donne le même numéro qu'il avait reçu avant. Sinon, si c'est un nouvel individu, on lui donne un nouveau numéro en utilisant l'année. Donc, ça sera 2021, puis si c'est le premier nouvel individu, il sera 2021-001. C'est juste une façon d'utiliser. Je vous donne des détails sur la collecte de données au cas où c'est utile dans vos recherches. Et bien sûr, on mesure la taille en utilisant des calipers. Alors, c'est vraiment pour avoir une mesure de taille corporelle du bout de l'année où la queue aurait été ou elle était pendant qu'ils étaient des têtards. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais snout to vent length et ce qu'on utilise aussi souvent en herpétologie. Alors voilà, c'est comme ça qu'on obtient des données sur cet individu. Et je vais juste mentionner rapidement que cette espèce et cette population a été utilisée comme modèle pour des nouveaux timbres de Post Canada qui sont sortis la semaine passée. Je ne fais pas des annonces, je ne fais pas du marketing pour Canada Post, mais on est très fiers qu'ils ont utilisé des photos que nous avons prises dans le terrain pour faire ce timbre. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que je vais l'ajouter dans cette présentation. Et voilà, donc avec ces différents types de résolution, on peut avoir plusieurs types de données et répondre à différentes questions sur cette population. Alors, avec la plus basse résolution, donc l'échelle temporelle la plus large, j'utilise les dernières 20 années de données, pas dernières, ce n'est plus les dernières, c'est de 2002 à 2021, obtenues avec la méthode de capture, marquage, recapture que je vous ai mentionnée, mais avec toutes les combinaisons possibles entre les observations. Donc, ça nous donne presque 22 000 distances. C'est vraiment la plus grande base de données sur vertébrés à date en utilisant cette méthode de capture, marquage, recapture. Donc, pas seulement pour un amphibien. Alors, on est très fiers de ça. Et je dis que c'est avec toute combinaison possible parce que pour la question de recherche qui est reliée, ça ne fait pas de différence. Donc, toute combinaison, ça veut dire que si un individu a été observé sur jour 1, puis on l'a observé à jour 10 et jour 12, on peut avoir une idée de combien il a bougé ou la distance bougée de jour 1 à 10, de jour 10 à 12, mais aussi de jour 1 à 12. Donc, ça nous donne un point de données de plus de cette façon. De cette même base de données, on prend un subsample, donc une partie pour limiter à une échelle temporelle constante. Et on parlera de pourquoi c'est le cas. Et alors, l'échelle temporelle sur laquelle on a le plus de données, c'est vraiment un jour, parce qu'avec on avait un effort d'échantillonnage assez grand, assez vaste. Alors, on sortait vraiment chaque soir pour plusieurs années pour avoir beaucoup de données d'un jour à un autre sur les individus dans cette population. Et comme ça, on obtient presque 1400 distances sur 713 individus uniques. Oups. Et avec cette même échelle temporelle, on ajoute une méthode de plus qu'on appelle la translocation, la relocation, qu'on utilise souvent en conservation. Et c'est pour voir comment que les individus réagissent à ce type de mouvement artificiel. Je vais vous en parler plus. Et finalement, une seule saison de radiotélémétrie à la même échelle temporelle, donc c'est pas la même échelle temporelle, à une échelle temporelle beaucoup plus petite de juste 30 minutes entre les rencontres des individus. Donc, on va en parler en plus de détails en commençant par l'échelle la plus vaste ici. Et si vous vous demandez
comment ça se fait qu'on s'intéresse à des mouvements de petits crapauds qui mesurent en moyenne 5 cm, mais qui peuvent mesurer 1,5 cm, comme vous voyez cet individu dans ma main. C'est parce qu'on a vu il y a longtemps que les individus sont capables de bouger jusqu'à 8 km de leur point de départ, ce qui est immense et pose ou mène à plein de questions sur ces individus. Alors, le problème plutôt avec ce type de données ou de visualisation, c'est qu'on ne prend pas en considération le temps qui a écoulé. Combien de temps que ça a pris pour arriver à 8 km? Alors, ce qu'on peut faire, c'est de regarder nos données en mode un peu plus 3D. Donc, ce qu'on fait, c'est on ajoute juste le temps qui a écoulé entre les observations sur un axe qu'on appelle le Z-axis ici. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que la distribution des données change à travers le temps. Si on regarde un animal d'un jour à un autre, ça se peut qu'il peut bouger jusqu'à 100 mètres, disons, mais si on lui donne assez de temps pour bouger, ça se peut qu'il se déplace beaucoup plus loin. Alors, c'est l'importance de prendre en considération le temps, ce qui paraît être assez simple ou assez... Personne ne va dire non, si on donne plus de temps à un animal, ça se peut pas qu'il puisse bouger plus, mais même si c'est assez simple, c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent en écologie. Alors, c'est bien de pouvoir voir que c'est bien le cas, que la distribution des données change à travers le temps. Et ce qu'on peut faire ici, je ne vais pas rentrer en détail là-dessus parce que c'est vraiment juste un modèle statistique, mais si vous êtes intéressé par ce genre de choses, n'hésitez pas. Et puis, c'est un topic qui sera, on espère, bientôt. Mais ce qu'on peut faire, c'est, avec des modèles statistiques, prévoir l'expansion, la répartition de cet individu à travers le temps si on considère que l'habitat est complètement homogène, donc les individus peuvent bouger comme ils veulent à travers l'habitat. Donc, ce qu'on peut retirer en termes de conservation ici, c'est que vraiment la capacité de mouvement de certains animaux est sous-estimée. Si on voit des animaux juste d'un jour à un autre et on se dit, OK, ils bougent quelques mètres, ou si on limite vraiment à pas beaucoup d'individus dans la population, ça se peut qu'on manque les mouvements, les déplacements qui sont beaucoup plus larges et qui nous démontrent que les animaux ont besoin d'habitats beaucoup plus vastes que ce qu'on leur donne. Spécialement quand on parle d'amphibiens, on pense souvent à des animaux assez sédentaires, donc qui exhibitent la philopatrie, donc qui sont assez fidèles à leur endroit, à leur site d'établissement. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, avec ça, on voit que oui, le temps écoulé entre les observations, c'est important à prendre en considération. Alors, comme mentionné, je vais limiter à seulement un jour écoulé entre les observations, donc des déplacements qui ont été effectués ou menés par ces troupeaux à travers juste 24 heures, ou moins que ça, parce qu'ils ne sont pas actifs pendant 24 heures même. Et ce qu'on voit, c'est que même pendant 24 heures, il y a une grande différence ou une grande variation entre les déplacements dans notre même population. Donc ici, on a la proportion, c'est comme on avait mentionné avant, la fréquence, c'est semblable, et on a la distance de déplacement à travers 24 heures. Donc on voit ici pour les femelles en orange, les juvéniles en jaune et les mâles en vert, que c'est assez semblable entre les trois groupes, mais il y a quand même quelques individus qui bougent jusqu'à 800 mètres d'un jour à un autre, ce qui est encore une fois, assez immense pour des individus, une espèce qui mesure 5 cm en moyenne. Alors, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ces individus ici sont en train de bouger aussi loin, tandis que d'autres préfèrent rester proches de leur site de refuge dans les dunes sableuses? Ce qu'on peut faire alors, c'est utiliser ce qu'on appelle un modèle linéaire à effet mixte, mais ce que je vais juste avoir le focus dessus, c'est que ça nous permet de voir si la variation dans nos distances, donc les déplacements des crapauds, s'il y a de la variation qui peut être expliquée par une de ces facteurs. Donc, les facteurs ici, c'est SVL, donc la taille corporelle, le Smart Length que je vous ai mentionné précédemment, l'interaction entre la taille corporelle et le sexe, parce que nos individus, les mâles sont beaucoup plus petits que les femelles.
une variable pour la distance entre un individu et son voisin le plus proche pour avoir une mesure de densité, la température, l'air et la précipitation le jour même et le jour d'avant. Parce que souvent, s'ils ne sont pas actifs le jour d'avant, peut-être qu'ils vont bouger plus loin le jour d'après. Alors, c'est pour ça qu'on ajoute aussi un point de données pour le jour précédent. Le niveau du lac, parce que comme vous avez vu que c'est au bord du lac, et on sait tous que le changement du niveau du lac, ça devient de plus en plus variable. Donc, si à un certain jour, il y a l'espace sur lequel ils peuvent bouger est plus étroit, est-ce que ça a un impact visible sur les distances qu'on peut observer? Et finalement, la variation euh, dans le landscape, dans le territoire. Donc, si le niveau du lac ce jour-ci a impacté l'habitat d'une façon qui peut être très différente de ce qu'on voit à travers toute l'année. Et ce qu'on va juste avoir un focus dessus, c'est que même s'il y a quelques-uns de ces variables qui sont significatives, donc ils ont une valeur P qui est beaucoup plus petite que 0,01, c'est à cause du fait qu'on a plein de distances, qu'on a presque 1400 distances. Donc, on ne peut pas se fier à ces résultats. Il faut regarder les résultats qui nous démontrent c'est combien de variations qui est expliquée par ces variables. Donc, ça nous démontre ici, le R carré, que même les variables, les effets qui sont significatifs expliquent moins que 0,9% de la variation entre nos distances. Donc, ça n'explique pas la variation entre les distances qu'on voit dans cette population. Alors, qu'est-ce qui peut encore être testé en termes d'effet ou pourquoi quelques individus bougent plus que d'autres? On peut voir s'il y a un écart type ou une déviation standard parmi les individus. Donc, si un individu bouge toujours de longue distance. Alors, il est mené à toujours bouger de longue distance. On dit qu'il a une personnalité plus bold, plus explorative. Alors, il va avoir un écart type assez petit parce qu'il est toujours en train de bouger ces longues distances. Tandis que si un individu est plus timide, il va bouger moins, il va avoir un écart type aussi petit vu qu'il va toujours bouger moins. Alors, si un individu est toujours mené à faire le même type de mouvement, il ne va pas avoir beaucoup de variations internes. Ce n'est pas ce qu'on voit ici avec une distribution assez grande de déviations intra-individuelles, donc dans chaque individu. Mais est-ce que les individus sont différents de l'un de l'autre? Alors, ce qu'on fait ici, c'est on limite vraiment aux individus qui ont été vus au moins 5 fois pendant une saison. Donc, ça limite quand même à 81 individus, ce qui est assez grand. Et souvent, c'est difficile à faire ce genre de choses parce qu'on ne voit pas autant d'individus autant de fois. Mais voilà, c'est ça ce qu'on a. Et on voit que si on change les données au hasard dans notre population, ça nous donne une idée de ce qu'on peut trouver comme distribution au hasard. Et on voit que notre distribution, notre valeur actuelle, fait partie de cette distribution au hasard. Donc, tout ce que je veux qu'on comprenne de ça, que ce soit une seule chose, que c'est vraiment, on n'a pas de preuve d'individualité ou de personnalité dans cette population. Donc, un individu peut bouger de courte distance ou de longue distance et ça n'a pas un effet, il n'y a pas d'effet de sa taille, de son sexe, ni de son individualité ou personnalité. Donc, c'était assez intéressant. Ce n'est pas ce que je m'attendais à voir, mais ça nous donne une autre leçon. Ça nous montre que la variation des distances de déplacement dans une population ne signifie pas nécessairement la présence de différents influenceurs. Alors, si on voit qu'on a plein d'individus qui sont suivis, qui bougent de longue distance, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a une perturbation, par exemple, dans l'habitat. Et vice-versa, ça ne veut pas dire que s'il n'y a pas de perturbation dans un habitat, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas mener ces distances, ces déplacements qui peuvent être dispersifs et peuvent avoir plein de conséquences sur d'autres individus et d'autres populations. Alors, ce que je voulais voir, ce que, à mon avis, des résultats les plus intéressants en termes de conservation aussi, c'est est-ce que si on bouge des individus avec une relocalisation artificielle, est-ce que ça modifie leur mouvement? On voit ce que ça veut dire. Alors,
pour ce cas-là, j'ai utilisé ce qu'on appelle une translocation, une relocalisation artificielle. On utilise plein de mots là-dessus, mais ça veut dire que quand un individu, et on trouve un individu, on le déplace une certaine distance, on le met à un autre endroit, et puis on voit c'est comment qu'il réagit en termes de mouvement. Est-ce qu'il retourne? Est-ce qu'il reste dans le nouvel endroit? Ou est-ce qu'il fait autre chose? Alors, c'est ça ce qu'on a fait, encore avec le capture, marquage, recapture, pour qu'il n'y ait pas quelque chose d'envahissant, alors pas de tag ni rien sur l'individu. Alors, ça veut dire qu'après que j'ai bougé certains individus, je devais ressortir le soir pour trouver autant d'individus possible dans la population. Et juste pour mentionner qu'on a utilisé un GPS qui est assez précis, une précision de plus ou moins 30 cm. Et ce que ça me laisse faire, c'est de le connecter à mon cellulaire sur ArcGIS, l'application ArcGIS, et de voir si je mets un point de départ pour l'animal, je le mets dans ma petite boîte opaque et je bouge une certaine distance avec et je le remets. Ça me montre c'est quoi la trajectoire que moi j'ai pris pour déposer l'animal, pour que je m'assure que ça soit le plus droit possible et le plus précis possible à certaines distances. Parce que j'ai divisé les distances en 3 catégories. Mais juste pour vous démontrer aussi que tous ces individus ont été bougés dans le même site d'études et dans ce site assez homogène. Donc, il n'y a rien comme barrière. Il n'y a aucune raison pour qu'ils retournent d'où je les ai déplacés en termes de manque de ressources, parce qu'ils ont accès aux mêmes ressources tout au long du lac, que ce soit les dunes de sable ou le lac lui-même. Donc, j'ai divisé la population ou la population expérimentale en 6 groupes. Ils ont été transloqués soit 100, soit 250, soit 500 mètres du point de départ et soit vers l'ouest ou vers l'est. Et c'est possible à cause du fait que le site d'étude est aussi étroit, aussi mince. Sinon, on aurait dû ajouter plusieurs directions, mais ça nous donne la chance de faire soit vers l'ouest, soit vers l'est. Et on le compare à un groupe contrôle. Donc, c'est juste des crapauds qui ont été étudiés de la même façon avec le capture, marquage, capture qu'on a mentionné que j'ai mentionné précédemment. Donc, ce qu'on voit, on peut voir plutôt le mouvement de l'animal après que je l'ai déposé. On peut voir que les animaux, les individus, les crapauds qu'on a bougés vers l'ouest, ont rebougé vers l'est le soir suivant. Alors, on peut voir toutes les flèches ici pointées vers l'autre direction de laquelle je les ai bougées. C'est le même cas vers l'est. Et on voit qu'il n'y a pas de biais de direction dans le contrôle. Alors, ça nous démontre vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe. Et c'est vraiment le cas même pour ceux qui ont été bougés ou transloqués 250 mètres ou même 500 mètres. Ça nous montre que l'orientation des mouvements après la translocation par rapport au contrôle montre une forte tendance de homing. Homing veut dire de retourner d'où on les a trouvés, ou le point de départ. Et ce qui est encore plus intéressant, ce n'est pas juste l'orientation du mouvement après la translocation, mais vraiment le mouvement lui-même, la distance elle-même. On peut voir que dans le contrôle, on a une répartition de données comme celle qu'on voyait dans les projets précédents, mais avec la population qui a été transloquée, ça devient une répartition normale qui est centrée sur la moyenne de distance transloquée. Donc, on voit ici un shift des mouvements pour la population transloquée ou les individus transloqués, qui est encore le cas pour ceux qui ont été bougés de 150 mètres et 500 mètres. Alors, c'est assez impressionnant, même si on sait qu'ils peuvent bouger cette distance, le fait qu'ils le font, même s'ils n'ont pas besoin de le faire, ça a des répercussions ou c'est assez pertinent pour les projets de conservation qu'on mène sur ces individus. Et de plus que ça, c'est juste pour montrer rapidement que c'est le cas pour les mâles et les femelles, où on voit une corrélation entre ce que moi je les ai bougés et ce qu'eux, ils ont bougé. Donc, ils sont capables de retourner d'où on les a également trouvés. Et en termes de précision, alors la distance finale comparée à la distance du point de départ, du point de rencontre, c'est assez précis en termes de leur comportement de homing, mais bien sûr, il y a un peu plus de variation quand ils sont transloqués 500 mètres.
Et le problème en conservation des amphibiens et des reptiles, c'est que la translocation est utilisée souvent parce qu'on se dit c'est des petits individus, on les bouge quelque part d'autre si on veut mener des recherches, si on veut préserver une population ou si on sait qu'un site, par exemple un site de ponte connu va être démoli, on les met quelque part d'autre. Mais le problème qui a été mentionné dans ce papier ici, un review en 2019, c'est que la cause de manque de succès dans ces projets de translocation de populations d'amphibiens et de reptiles, c'est vraiment à cause du mouvement et de cette tendance de roaming. C'est parce qu'on ne comprenait pas vraiment pourquoi les animaux font ce genre de choses, sinon on digne le nouvel endroit où on les met assez adéquat pour eux. Et une solution là-dessus, c'est d'utiliser du soft release. Alors, ça veut dire que au lieu de juste déposer des individus à un endroit, qui veut dire hard release, alors de juste le déposer comme ce que moi j'ai fait dans le projet pour juste voir ce qui va arriver. Un soft release voudrait dire de juste délimiter les mouvements de l'animal pour qu'il s'habitue à l'endroit. Bien sûr, ça ne veut dire pas que ça va avoir du succès, mais ça a été démontré dans cet article ici et dans d'autres articles que oui, ça a du succès en termes de conservation. Malheureusement, je parle beaucoup plus que je ne croyais. Alors, pour la dernière partie, je vais aller un peu plus rapidement. Mais cette troisième leçon qu'on peut tirer de ces réponses ou ces résultats, c'est vraiment que la relocalisation modifie le comportement de mouvement, pour autant qu'il ait lieu dans le même habitat. Alors, bien sûr, on utilise ce genre de choses pour bouger des individus à un nouvel habitat. Alors, juste le fait que ça arrive dans le même habitat, ça nous mène à vraiment poser plus de questions à propos du comportement de l'animal. Et donc, pour l'échelle la plus fine ou la plus à haute résolution, on utilise de la radiotélémétrie parce que, bien sûr, si un individu a bougé de point A à point B, même quand c'est dans un jour, ça ne veut dire pas qu'ils ont utilisé la même trajectoire. Alors, je voulais voir c'est quoi qu'ils font, ces crapauds, pendant la nuit. Parce qu'on les voit une seule fois pendant la nuit, mais c'est quoi qu'ils font pendant leur temps actif. Et juste pour vous rappeler, on a 3 micro-habitats. On a un micro-habitat qui est proche du bord du lac. On a le sable et on a les dunes de sable au nord du site d'étude. Et les dunes sont assez hautes. Vous voyez ici pour la comparaison de la taille. Et ouais, juste parce que les photos aériennes ne démontrent pas vraiment la hauteur de ces dunes de sable. Ils sont capables de vraiment grimper jusqu'au haut. Alors, pour cette étude de radiotélémétrie, on utilise des petits émetteurs qui sont de la marque Holohill et on a créé ces petites ceintures pour les individus. Ce n'est pas moi qui a créé cette idée, c'est une idée qui a été prouvée avec succès dans le passé avec cette espèce. Donc, ils peuvent bouger normalement avec cette ceinture. Alors, c'est du surgical tube avec juste du fil qu'on utilise pour la pêche qui attache l'émetteur et l'émetteur ne pèse presque rien, spécialement comparé à la taille de l'individu. On a seulement utilisé des adultes et ce que j'ai fait, c'est j'ai dû camper et trouver l'individu chaque 30 minutes jusqu'à ce qu'il s'est retiré et re-rentré dans son refuge dans les dunes de sable. Donc, ça veut dire qu'ils étaient actifs normalement de 9 h du soir jusqu'à souvent le lever du soleil à 6 h, 7 h du matin souvent. Donc, j'ai juste pu avoir des données sur 13 individus. Donc, ça fait la comparaison avec les autres, plus de 1000 individus dans les autres projets. Et maintenant, on fait un focus vraiment sur le comportement animal. On peut voir que les trajectoires déjà sont assez différentes, mais c'est difficile de voir ce qui se passe. Ce qu'on fait avec les trajectoires de radiotélémétrie, c'est qu'on les simplifie et on utilise les distances, les step lengths, donc juste la même chose qu'avant, les distances juste à plus petite échelle, et la rotation de l'angle. Donc, est-ce qu'il a changé de direction pendant qu'il bougeait ou pas? Et avec ça, on voit que, ici, dans l'image B, oups, mon laser pointer ne fonctionne plus. Voilà. On voit ici que pour chacun de ces 13 individus, on a
répartition des données assez différentes. Donc, on a les données ici, les distances sur le X et juste un compte comme avant, les fréquences, juste parce que c'est à une plus petite échelle, on l'appelle juste un décompte de nombre de données. On voit que c'est assez différent dans chaque individu et c'est significatif. Chaque individu est en train de bouger des différentes distances pendant la soirée, ce qui est intéressant, mais leurs angles de rotation ne sont pas si différents que ça, donc ce n'est pas significatif. Oh, difficile comme mot à dire. OK. Mais ce qu'on peut faire avec ça, les distances et les angles de rotation, c'est de différencier le type de mouvement et l'état de mouvement. Alors, si vous vous souvenez, on utilise, quand on parle de comportement animal, on veut les raisons pour lesquelles ils sont en train de bouger et c'est un peu relié à l'état interne de l'animal. Donc, est-ce qu'il est en train de manger? Est-ce qu'il est en mode de transition ou est-ce qu'il est en train de chercher un refuge dans ce cas-là, dans les dunes de sable? Et tandis que le type de mouvement, on a besoin d'utiliser un modèle en R. Hidden Markov Model, c'est quelque chose qu'on utilise souvent pour ce type de choses. Je ne sais pas pourquoi. Désolée. En train de changer le diapo. Mais effectivement, quand c'était un type de mouvement qui est dirigé ou directed, c'est quand ils avaient un but. Donc, ils sont en train de bouger de longue distance sans trop changer de trajectoire ou de direction, tandis que quand ce n'est pas dirigé, il n'y a pas de but. Alors, c'est des courtes distances avec beaucoup de changements d'orientation. Je ne sais pas pourquoi ça a décidé de bugger maintenant. Allez. OK. Je vais échapper et je vais juste aller à la prochaine diapo. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez encore mon écran. Et là, on va juste aller ici. Ça. Tant que c'est à la fin de la présentation, c'est pas si pire d'avoir des problèmes techniques. Et voilà. Donc, ce que ça nous démontre, c'est que le type de mouvement ne dépend pas de l'espace ou du temps. Donc, les animaux étaient en train de faire des mouvements avec un but ou sans but, irrespectueux du temps ou de l'espace, donc le micro-habitat dans lequel ils étaient, tandis que la raison pour bouger était semblable. Donc au début, ils étaient en train de bouger pour suivre la nourriture, pour trouver de quoi manger, tandis qu'à la fin de la soirée, c'était vraiment pour rechercher des places de refuge. Donc les crapauds se déplacent selon une routine où ils commencent à manger et terminent par trouver où ils vont passer la nuit, mais leurs comportements sont très différents pendant la nuit. Il y a beaucoup plus à démontrer, mais là, c'est juste un petit aperçu sur ce que ça nous donne. Voilà. Donc, la dernière leçon tirée, c'est que tous les déplacements ne sont pas effectués à des fins de maintenance parce qu'ils sont en train de bouger beaucoup plus qu'ils n'ont besoin de bouger. Techniquement, ils doivent juste bouger pour aller au bord du lac, trouver de quoi se nourrir, puis retourner au refuge. Alors, chaque fois qu'ils sont en train de faire plusieurs allers-retours et des déplacements assez longs sur le bord du lac, chacun de ceux-ci peut entraîner un mouvement dispersif, ce qui peut avoir beaucoup de conséquences de génétique et ce qui mène au fait que une métapopulation est faite de plusieurs populations avec un mouvement entre les populations. Alors, c'est ça ce qui mène à ce genre de choses. Alors, toutes les leçons que j'ai mentionnées ont été tirées de cette population de crapauds de Fowler, c'est que la capacité de mouvement de certains animaux est sous-estimée, comme on l'a vu. La variation des distances de déplacement dans une population ne signifie pas nécessairement la présence de différents influenceurs, ça peut juste arriver au hasard. La relocalisation qu'on utilise pour des fins de conservation modifie le comportement de mouvement pour autant qu'il ait lieu dans le même habitat.
Et finalement, tous les déplacements ne sont pas effectués à des fins de maintenance. Et pas seulement pour des raisons précises en termes de comportement animal, il peut y avoir des déplacements qui peuvent entraîner des mouvements dispersifs. Donc, pour les initiatives de conservation d'espèces, on a souvent des données de suivi de populations à grande échelle et ils peuvent être utilisés pour comprendre la capacité de mouvement. Alors, même si vous avez des données sur des individus, on l'utilisait plutôt pour ne pas regarder au niveau de l'individu qu'est-ce qui est en train de se passer. On peut quand même avoir à basse résolution la capacité de mouvement de la population au complet. Mais il faut l'accoupler avec des projets effectués à plus courte échelle qui peuvent aider à évaluer la tendance au mouvement. Ce n'est pas seulement la capacité, c'est est-ce qu'ils choisissent, entre guillemets, de bouger ou pas, car cela est difficile à extrapoler entre les études. Tandis que la capacité, on peut le faire s'il y a une connectivité entre les territoires, par exemple, mais quand on parle de tendance, même parmi différentes populations de la même espèce, souvent on n'a pas les mêmes résultats. Et voilà, merci d'être là, d'être venu. Et si vous voulez avoir accès aux articles que j'ai mentionnés, vous pouvez suivre le code QR ici. Si vous voulez me poser des questions, je ne sais pas si on a plein de temps, on n'a pas de temps du tout. Désolée, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel. Donc, oui, merci beaucoup Nathalie pour ta super présentation. Comme mentionné, nous n'avons pas beaucoup de temps pour les questions. Mais si vous avez des questions à envoyer, vous pouvez toujours envoyer dans le chat ou bien envoyer à Nathalie ou à moi-même à info@rmnat.org. Sinon, je vais vous dire un grand merci à tous. On a une question? Deux questions. Alors, non, une question pour toi, merci beaucoup pour la présentation. Et l'autre, c'est est-ce que vous pourriez parler un peu plus du soft release? C'est très intéressant pour l'aspect relocalisation. Oui, absolument, Pascal. Merci pour la question. Alors, le soft release, c'est la même méthode de relocalisation qu'on utilise dépendant de l'espèce. Mais quand on arrive à un nouvel endroit où on veut déposer l'espèce, il faut utiliser un type d'enclos ou quoi que ce soit qui limite le mouvement. Alors, quand on parle d'amphibiens, c'est assez difficile. Si c'est souvent, les amphibiens, c'est vraiment des mouvements d'un marais à un autre ou un étang à un autre et non pas sur la plage. Alors, de trouver une façon de limiter le mouvement avec des enclos, de faire des barrières, tant qu'ils ont accès, bien sûr, à l'habitat aquatique et terrestre. C'est ça qui fait partie du soft trades. Donc, c'est limiter le mouvement au nouvel endroit, mais ça doit être accouplé avec du suivi de la population pour voir si ils sont capables de survivre dans ce nouvel endroit, s'ils ne sont pas en train de remarquer des choses que nous, on n'a pas remarquées en termes de fonctionnement ou de la santé de l'habitat en général. Ce qu'elle nous dit, d'accord, elle comprend mieux. Merci beaucoup. Mais je veux juste vous dire n'oubliez pas de vous abonner à notre infolettre générale pour ne rien manquer de nos futurs événements passionnants. Et donc, vous pouvez le faire en vous rendant sur le lien suivant que je vais mettre dans le chat. Et encore, et un grand merci à toi, Nathalie.